Vous nous avez dit qu'il y avait dans ces pièces des méchants et des gentils, des femmes également jouées par des hommes. Alors j'imagine qu'il y a des acteurs qui vont se spécialiser pour chaque rôle. Qui jouait les gentils? Oui, oh bon, ça c'est les mêmes. Non, les acteurs se divisent pas, les rôles se divisent peut-être en gentils et en méchants, mais les acteurs, les grands acteurs peuvent jouer les deux. Peuvent jouer les deux. Ils jouent les grands rôles. Mais effectivement, donc... Un acteur ne se spécialise pas dans un style particulier. Ah oui, ça c'est encore autre chose. Non, mais les styles et les emplois, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord, alors dites. Par exemple, quelqu'un comme Danjuro et Ishikawa Danjuro. C'est ça, Danjuro, oui. Oui, alors ce qui se passe, effectivement, c'est que les acteurs, maintenant étant adultes, n'ayant plus à compter que sur leur charme juvénile, se spécialisent et deviennent de vrais acteurs professionnels capables d'envisager de jouer jusqu'à leur mort. Enfin, de jouer longtemps. Disons, pas se dire, oui, mais dans 5 ans, je ne serai plus assez séduisant pour ça. Non, ça n'a pas d'importance. Donc se développent de vrais acteurs qui mettent peu à peu en place des styles. Et là, on distingue 3 grands styles, 2 styles masculins et un style féminin. Bien sûr, alors là, les hommes jouent les femmes, hein, puisque les femmes sont toujours interdites. Donc, il y a 2 styles masculins qui s'imposent. Un, ce qu'on appelle le aragoto, c'est le style dit rude, la manière rude, violente, rude, et là qui est réservé essentiellement à des pièces historiques, mais pseudo-historiques, parce qu'elles sont souvent très éloignées de l'histoire. C'est des exploits tout à fait extraordinaires. C'est Superman, hein, c'est des héros démesurés qui ont des costumes absolument impossibles. On ne peut pas faire 3 mètres dans la rue avec ces costumes, qui ont des armes complètement démesurées qu'aucune personne ne pourrait manier réellement. Un maquillage aussi adéquat. Le maquillage, alors là, c'est le fameux maquillage Kumadolis, donc avec les traits du visage, l'ossature du visage soulignée de traits très forts, bleu, rouge, etc. Donc là, c'est des spectacles très particuliers, disons, qui sont développés plutôt à Edo. Donc Edo, c'est Tokyo, hein, c'est la future ville de Tokyo. Et par essentiellement les membres d'une famille, d'une lignée, et la lignée des Ishikawa, et c'est Danjuro le numéro 1, qui lance, disons, cela. Et ce style, on dit, et il le dit lui-même, est inspiré du style des poupées, d'un jeu de poupées qui est ancien, c'est pas les poupées de Chikamatsu, c'est les poupées qui ne ressemblent pas aux poupées actuelles. Hein. C'est pas des poupées à trois manipulateurs. Hein. C'était un style de poupée qui était très en vogue vers 1650, comme ça, pendant 10-15 ans. C'est le Kimpira Bushi. Et Kimpira est une sorte de héros, aujourd'hui on dirait un héros de bande dessinée, complètement extraordinaire, qui, quand il gultonne, il boit 15 tonneaux de saké, il a une douzaine de chevreuils, enfin, etc. Et on dit que donc Danjuro s'est inspiré en partie de ce jeu, absolument outrancier, pour créer ce style dit Aragoto. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est de père en fils, le rôle se perpétue. Alors après, oui, donc ce style est devenu la spécialité de cette famille, qui était, éventuellement, c'est lié aussi à des aspects religieux, parce que c'est lié au culte de certaines divinités très, très terrifiantes, disons, d'aspect. Donc ça a joué un rôle important, et ça s'est développé à l'époque, enfin à Edo. Et petit à petit, là, alors, ces pièces ont été écrites, en particulier par Danjuro lui-même, qui en a écrit plusieurs, sous un autre nom, mais c'est quand même lui qui les écrivait. Et ça a donné lieu à ce style spécial Aragoto qui s'est perpétué. Et en même temps, il y a les autres styles qui sont développés. Alors, on oppose toujours ce qu'on appelle le Wagoto, c'est-à-dire le style doux. Wa, c'est une idée de douceur, tranquille, qui est beaucoup plus réaliste aussi, oui, et qui essentiellement est plutôt le style des jeunes premiers romantiques, des amoureux un peu des fois un peu perdus des drames de ce qu'on appelle les tragédies bourgeoises. Et ça, ce style est développé par Danjuro à Osaka essentiellement. Et puis petit à petit, bon, ces 2 styles finissent en fait par se combiner, et les grandes pièces tardives qui suivent en fait ont des rôles qui ne sont pas de pur Aragoto tout le temps ou pur Wagoto tout le temps. Il y a beaucoup de grandes pièces qui mélangent les choses, parce que le guerrier à un moment il peut être en fuite et obligé de se déguiser en petit bourgeois, mais il va au quartier réservé, donc là il a un rôle de Wagoto, puis après tout à coup il doit se battre, donc il redevient un héros Aragoto, etc.
Donc ça, c'est les deux styles masculins de base. Et le style féminin. Alors le style féminin aussi se développe à la même époque, puisque les hommes doivent jouer les rôles de femmes. Et alors il y a deux précurseurs, si vous voulez. Alors le premier développe essentiellement le côté danse, et le second, qui est le plus célèbre bien sûr, c'est Ayame, qui a laissé pas mal de textes, des sortes d'interviews, si vous voulez. Et Ayame développe vraiment le jeu de Nagata, le jeu donc de... C'est pas un simple travesti, hein. C'est un acteur qui s'investit complètement dans la représentation de la féminité et qui développe ça, et qui ne compte pas simplement sur sa beauté, ni même simplement sur la danse, mais aussi qui est capable de jouer des femmes plus âgées, des mères de famille tragiques, et ça devient vraiment un véritable acteur complet de tous les rôles féminins. Alors il y a une partie effectivement dans votre livre qui parle de ça, et vous relatez un de ses écrits. Donc il dit, Ayame, même dans sa loge, l'Onagata doit continuer à se sentir femme. Lorsqu'il se restaure, il doit se tourner de façon à ce que les autres acteurs ne le voient pas manger. En effet, si, quand il se trouve à côté de l'acteur tenant le rôle de son amant, il enfourne sans élégance sa nourriture, lorsqu'ils se retrouveront plus tard sur le plateau pour jouer une scène d'amour, ce sera l'échec assuré pour les deux, car le jeune premier sera incapable d'être sincèrement passionné. Et jouer ça, c'est-à-dire c'est impossible, il faut être sur scène, mais dans la vraie vie, Onagata tout le temps. Et dans la vraie vie, oui, être Onagata, ce qui n'empêche pas d'être marié et d'avoir des enfants, n'est-ce pas? Mais quand même de garder, enfin, bon, là, est-ce que jusqu'à quel point les autres Onagata respectaient ce que dit Ayame, là, on ne sait pas trop, quand même, il ne faut peut-être pas toujours prendre des choses au pied de la lettre, mais enfin, disons comme idéal, l'idée d'Ayame était vraiment de pas simplement dire je suis un homme toute la journée, ah maintenant, dans 5 minutes, je deviens une femme, en pensant effectivement que ça devient difficile de faire la conversion, et qu'il vaut mieux quand même essayer toujours de se comporter dans toute sa gestuelle en femme. Et les premiers Nagata, ils allaient chez les courtisanes pour savoir un peu comment elles se déplaçaient, elles dansaient, elles se comportaient. Oui, enfin, tous les rôles féminins ne sont pas des courtisanes, mais bien sûr, un des modèles l'était. Oui. Mais oui, c'est-à-dire que les deux mondes étaient très liés. Hein. C'était vraiment des mondes, à la fois géographiquement, ils étaient souvent l'un à côté de l'autre. Et bien sûr, la plupart de ces acteurs, surtout à cette époque-là, sortaient des rangs des Hiroko, c'est-à-dire eux-mêmes à 15 ans, avaient travaillé comme prostituées mâles. Donc c'est des milieux qu'ils connaissaient très bien, hein, bien sûr. Et il y avait des grands modèles de courtisanes, effectivement, qui les inspiraient, mais... Non, mais parce que ce qui est magnifique, c'est que dans le temps, effectivement, c'était les courtisanes qui inspiraient effectivement les Onagata, et aujourd'hui, c'est peut-être un peu le contraire. Oui, enfin, aujourd'hui, peut-être pas, mais disons, pendant la fin des Do, oui, certainement. Effectivement, il y a eu une sorte d'effet de retour. C'est intéressant, bien sûr. Ayame pense aux grandes courtisanes quand il met au point son jeu, mais petit à petit, les grands Nagata deviennent vraiment de superstars. Et finalement, les courtisanes, pour prouver leur féminité, s'inspirent. Les courtisanes sont des spectatrices absolument passionnées de kabuki. C'est leur seule distraction du reste. Hein. Donc elles adorent ces acteurs et elles s'inspirent de ces acteurs travestis pour elles-mêmes, pour leur toilette, leur maquillage, leur coiffure. Et à la fin des Do, les acteurs, hommes et femmes d'ailleurs, enfin, les acteurs sont tous des hommes, je veux dire, qu'ils jouent des hommes ou des femmes, sont des grandes stars, des stars comme des stars de pop, et en même temps, on les retrouve partout dans la publicité, j'entends. Ils servent à vendre des parfums, des colifichets, des épingles à cheveux, des éventails, etc. Donc effectivement, c'est un peu les maîtres de la mode. Aujourd'hui aussi? Aujourd'hui, je pense que peu de personnes peuvent s'habiller comme une Onagata dans la vie courante. Non, mais est-ce qu'on les utilise effectivement pour vanter... pour la publicité? Oui. Non. Je sais pas. Non, je n'ai pas tellement l'impression. Ou alors ils vendront une marque de whisky, ou je sais pas, mais pour vendre des colifichons comme ça, non. Non, là, je crois pas. Mais ce sont des stars quand même. Oui, mais est-ce que les sujets du kabuki ont évolué? Est-ce qu'aujourd'hui on joue la même chose que dans le temps, comme l'opéra, ou bien est-ce qu'on a de nouvelles choses qui se créent, qui se jouent?
Oui, alors sur les, disons, les deux siècles et demi à peu près de l'époque d'Edo, il y a une évolution, évidemment. Hein. Donc tout au début, c'est des revues, des sketchs, les sketchs se développent, ensuite on adapte pour les acteurs des pièces écrites pour les marionnettes, les acteurs eux-mêmes s'écrivent des numéros comme dans Jolo, et bon, c'est disons le répertoire jusqu'à la fin d'Enoko à peu près, de Hugo, 1720-30. Et après, il y a une grande époque d'énormes pièces, c'est une sorte d'âge d'or au niveau des pièces aussi, mis à part Shikamatsu, c'est les grandes pièces du milieu du 18e, dont on a cité la pièce des 47 Ronin, mais il y en a d'autres. Il y a Imoseyama, bien sûr, qui a été traduit récemment chez Gallimard, mais je ne sais plus le titre en français, c'est Imoseyama ou l'éducation des femmes. Ou l'éducation des femmes, voilà. Parce que nous avons l'honneur d'avoir la traductrice, j'en profite. Voilà. Et donc là, il y a des pièces beaucoup plus longues, qui deviennent énormes d'ailleurs, 5, 7, même davantage d'actes. Et là, c'est quand même une évolution. Et ce sont des pièces très complètes, les derniers Shikamatsu d'ailleurs aussi, hein, qui touchent un peu à tout, qui incluent des moments comiques. C'est un théâtre complet, il y a des moments comiques, il y a des moments tragiques, il y a des danses, il y a vraiment de tout. Hein. Donc c'est comme un changement du répertoire par rapport au répertoire précédent. Et puis alors, à la fin du 18e, début 19e, là, il y a un nouveau changement. Le théâtre de poupée est en décadence, pour diverses raisons. Et enfin, il n'y a plus vraiment de grands auteurs pour le théâtre de poupée, alors qu'au contraire, émergent deux grands dramaturges qui n'écrivent que directement pour les acteurs. C'est Tsuruya Namboko et après Kawatake Mokuami. Donc le premier, c'est fin 18e et le second, c'est début 19e. Alors eux, là, ils renouvellent quand même un peu le genre. Ils sont beaucoup plus proches de l'actualité, si on peut dire. Ils introduisent des nouveaux personnages, en particulier des personnages de déclassés, de voyous, de guerriers, de guerriers déclassés, des fois tueurs très sanguinaires. Ils introduisent les pièces de fantômes, mais avec des fantômes très méchants, contrairement aux No qui avaient des fantômes pitoyables, qui venaient se faire consoler plutôt. Là, c'est des fantômes généralement de jeunes femmes qui ont été tuées par des très méchantes personnes et qui reviennent les hanter. En particulier les spectres de Yotsuya, aux fantômes de Yotsuya. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau par rapport à ce qu'il y avait avant. Il y a encore une évolution et qui continue à toute l'époque de tout le 19e avec Mokuami, qui écrit ce qu'on appelait le Kisewamono, ou des pièces, beaucoup de pièces assez réalistes, assez brutales, et des pièces de d'âge décadent, si vous voulez. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. Parce qu'effectivement, longtemps, le kabuki a été considéré comme un théâtre populaire, même un peu vulgaire. À quel moment il est devenu un théâtre respectable? Oui, alors là, ça c'est un problème essentiellement, disons, politique. Disons, c'est le passage à l'époque moderne, c'est-à-dire Meiji, 1768 à peu près. Donc à ce moment-là, il y a eu un problème, qu'est-ce qu'on fait avec le kabuki? Alors là, il y a eu des choses très compliquées, parce qu'il y a eu des mouvements des sociétés de réforme qui voulaient moderniser le kabuki, et il y a eu l'attitude du gouvernement. Alors il s'est trouvé que le gouvernement, ils étaient très très soucieux de faire bonne impression sur les étrangers. Ils avaient un gros problème avec les étrangers, on leur avait imposé des traités diplomatiques inégaux, donc il fallait qu'ils prouvent qu'ils étaient civilisés, ce pas des barbares. Ce qui les a amenés à interdire les tatouages, les bains mixtes, des choses comme ça. Alors là, le kabuki était un peu dans le collimateur, et en même temps, on ne pouvait pas le supprimer comme ça. D'abord, c'était quand même la grande forme de divertissement populaire. Le no était en assez mauvais état à cette époque. Donc là, il y a eu des pressions gouvernementales pour que le kabuki se nettoie un petit peu, soit moins érotique d'une part, moins fantaisiste et plus fidèle à l'histoire. Alors ça n'a pas eu en fait énormément d'effets. Le principal effet, c'est les salles. Les salles avaient été exilées vers le quartier réservé et elles ont eu le droit de revenir s'établir au centre, où on trouve encore, on trouvait jusqu'à quelques mois le kabukiza, enfin le nouveau sera à la même place, sauf erreur. Donc dans le quartier central et le quartier moderne de Tokyo qui s'édifiait, Ginza. Donc là, les salles petit à petit sont revenues, elles se sont petit à petit modernisées en mettant quelques fauteuils pour les honorables étrangers, et les pièces, le répertoire a continué à être joué, et il y a eu deux nouveaux genres qui ont
de genres assez brefs, disons, qui se sont développés. Alors, le premier, c'est toujours Andolo d'Angelo, mais le numéro 9 cette fois, qui est un des plus célèbres d'ailleurs, qui était très respectueux, qui a suivi les injonctions gouvernementales et les groupes de pression de réformateurs qui étaient des universitaires, des intellectuels, et d'essayer de faire un théâtre conforme à l'histoire. Parce qu'avant, la conformité historique n'était pas très importante, loin de là. Donc là, il y a eu un peu, souvent c'est des pièces remaniées, arrangées pour être plus conformes à l'histoire, mais en même temps, en enlevant trop la fantaisie, elles ne devenaient pas beaucoup moins intéressantes. Hein. Donc ça n'a jamais été très populaire, et même d'Angelo à la fin en avait un peu marre, et il a renoncé à jouer ces pièces parce que son public lui réclamait des pièces traditionnelles, de l'interprétation traditionnelle. Et il y a eu un autre mouvement qui s'appelle, dans le nom amusant, c'est les anguirimono, c'est-à-dire les pièces au crâne, pas rasé, mais enfin, coupé très court, hein, cheveux en brosse, disons, parce que là aussi, le gouvernement, pour être moderne, civilisé, avait interdit aux hommes de porter des chignons. Il n'y a que les lutteurs de sumo qui ont gardé leur chonmage. Donc là, ça voulait dire les jeunes gens modernes. Donc là, il y a des pièces qui sont des sewamono, c'est des mélodrames, mais qui se passent à l'époque Meiji. C'est-à-dire contemporain, des gens où on introduit toute une série de gadgets nouveaux. Bon, les gens ont des parapluies, ou des montres bracelets, ou des montres moussettes plutôt, etc. Donc, mais là aussi, c'est un genre qui n'a pas tenu longtemps. Et disons, à partir de... je sais pas, à partir du début de la fin Meiji, ces genres-là se sont arrêtés. Et il y a eu un peu ce qu'on appelle du shin-kabuki, du néo-kabuki. Ce sont des pièces écrites par de jeunes écrivains, destinées au kabuki, mais ce sont des pièces qui se passent toutes à l'époque d'Edo. Donc qui délibérément n'essayent plus d'être dans la modernité. Et ce sont des pièces relativement sages, moitié sewamono, moitié jidai. Il y a des combats ou des samouraïs, mais enfin, ce n'est pas des samouraïs qui se peignent en rouge comme ça. C'est beaucoup plus réaliste. Ça ressemble un peu au drame historique qu'on a à la télévision japonaise ou quelque chose comme ça. C'est quand même relativement réaliste et bien calmé par rapport à ce qu'il y avait avant. Et ce sont des pièces qu'on joue actuellement, ou ça a aussi évolué depuis? Alors ce répertoire-là, du répertoire du shin-kabuki, il y a très peu de pièces qui sont restées. Il y a quelques pièces qui ont passé dans le répertoire, effectivement. Alors je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous, il y a quelques années, à l'occasion de la prise de nom de Ebisu, enfin, quand Shinnosuke est devenu Ebisu, il est venu à Paris, et une des pièces qui était au programme était effectivement une de ces pièces de Kido, Okamoto Kido, et c'était une de ces pièces de Shin-kabuki, une des rares à être restée vraiment... Donc il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment une petite minorité. Le répertoire kabuki comprend combien de pièces aujourd'hui? Est-ce que c'est 200, 300, 100? Oui, c'est plusieurs centaines, mais non, mais elles ne sont pas toutes jouées tout le temps. Hein. Mais disons, il y a quelques centaines de pièces qui sont encore au répertoire. Et alors souvent maintenant, dans la programmation actuelle, les grands drames historiques sont très rarement joués intégralement. Hein. Sauf au Théâtre National, un peu c'est la spécialité du Théâtre National, de jouer de temps en temps, hein, reprendre une grande pièce historique dans son intégralité. Parce que trop long ou parce que passer c'est trop long. Même Ibo-Seyama, c'était en 2 soirs, je crois, enfin en 2 jours. On ne peut pas le jouer en un seul soir. Alors, on ne peut plus faire des spectacles de 12 heures maintenant. Alors, vous nous avez bien expliqué comment les Occidentaux ont découvert le kabuki. Comment les Occidentaux qui voyageaient au Japon, est-ce que le kabuki est arrivé, j'imagine, en Occident vers 1900? Est-ce que c'est en France, premièrement? Est-ce que, je veux dire, en Occident, non pas en Occident, mais en Europe, oui. Est-ce que c'est la France qui a été le premier pays? Non, non, pas spécialement. Pourquoi? Alors, non, mais c'est une question. Non, mais d'accord, je plaisante. Non, disons, vous faites allusion avec 1900 au spectacle donné par Kawakami Dojiro et sa femme, Sadayako, à Paris, dans le cadre de l'exposition universelle de 1900. Alors, leur tournée, elle a commencé à San Francisco. Hein. Donc, ils ont d'abord joué aux États-Unis, au départ sur la côte ouest, en partie pour les émigrés japonais, établis sur la côte ouest, et après, ils ont traversé, c'est une histoire tout à fait rocambolesque, et finalement, à New York, ils ont
été découverts, entre guillemets, par des acteurs anglais très célèbres qui leur ont dit « mais c'est magnifique, c'est magnifique ». Ils ont réussi à aller en Angleterre, et là, ils ont été recrutés par Loie Fuller, qui est une des grandes pionnières de la danse moderne, mais qui est aussi un impresario, qui s'était fait construire son petit théâtre à elle dans le cadre de l'exposition universelle. Et elle a engagé cette troupe japonaise qui ne jouait pas du kabuki, hein. C'était des acteurs modernes qui étaient au contraire à la pointe de du nouveau théâtre, qui jouaient des mélodrames, et des mélodrames policiers, etc., hein, et des pièces de guerre pendant la guerre sino-japonaise. Donc ils se sont retrouvés un peu, tout à coup, dans le rôle un peu inattendu de grands représentants de la tradition japonaise. Bon, ils avaient une idée que c'était le kabuki, bien évidemment. Mais Sadayako avait jamais joué avant. Sadayako, c'est une actrice. C'était une geisha. Oui, mais les geishas savent danser. C'est une femme, effectivement. C'est une femme et c'est une geisha. Et les geishas savent très bien danser. Ça fait partie de l'entraînement, de la préparation, de l'apprentissage de la geisha. Donc, les danses des geishas, les danses de kabuki et des Onnagata, fondamentalement, c'est quand même c'est très proche comme répertoire. Donc là, c'est un kabuki qui n'est pas du kabuki, qui a été découvert, disons, en 1900. Mais enfin, ça donnait quand même certaines idées de ce que pouvait être le théâtre japonais, mais ce n'est pas du vrai kabuki. Mais n'empêche que, c'est venu après, hein. Que Sadayako a ébloui la terre entière. Sadayako, effectivement, a été une très grande star. Tout le monde, Picasso, bon, elle a vraiment énormément de succès, etc. Elle a même lancé une marque de kimono, enfin, on a lancé une marque de kimono à son nom en France. Et par la suite, il y a une autre actrice, beaucoup moins théâtre, c'est Hanako, mais qui était plutôt une danseuse, qui se produisait dans des spectacles qui revenaient un peu en arrière, c'était un peu musical, c'était pas des vraies grandes pièces quand même. Alors, le répertoire qu'il jouait, aussi bien les Kawakami que Hanako, ça a inspiré du kabuki, mais condensé à usage occidental, parce qu'il fallait que tout leur spectacle durait une demi-heure, je crois. Alors, quand vous voyez le format des pièces kabuki, il fallait vraiment méchamment les restreindre. Hein. Et quand on a eu la première pièce kabuki qui a été jouée? Alors, le premier spectacle, le vrai spectacle... Alors, après Sadayako, ils sont retournés au Japon et ils sont revenus l'année suivante. Et pendant une année, ils ont fait toutes les villes européennes, à peu près, tous les grands théâtres européens. Et puis après, il a fallu attendre... Alors, le premier vrai kabuki, c'est en 1928. Mais, alors là, c'est du vrai, c'est Sadanji, qui est une des grandes stars du kabuki, avec sa troupe, avec la bénédiction de l'establishment et de la Shochiku. Mais il était invité seulement 2 semaines en Union soviétique dans le cadre des célébrations du 10e anniversaire de la Révolution. Donc c'est un spectacle parfaitement authentique, et beaucoup d'importance sur des gens comme Meyerhold, Eisenstein surtout, mais que pratiquement personne n'a vu, puisqu'ils n'ont pas joué hors de l'Union soviétique. Ils ont joué 2 semaines à Moscou et 1 semaine à Leningrad. Et après, Sadanji a fait du tourisme à Paris, à Rome, à Londres, mais pas avec la troupe. Donc là, disons, les Français, les Allemands, etc., n'ont pas vu ces spectacles. Et un peu plus tard, en 1930, il y a une autre troupe qui est venue, qui est la troupe de Tsutsui. Alors là, c'est beaucoup plus délicat, parce que Tsutsui, c'est pas du vrai kabuki, mais c'est, disons, du kabuki populaire. Le Taisho Engeki. C'est un spécialiste des pièces de sabre, du Kengeki. Et donc là, c'est comme des gens, c'est une sorte de kabuki populaire, moins, c'est pas les grandes stars, ils jouent dans les petites salles, mais quand même, fondamentalement, c'est quand même, ils s'inspirent totalement du kabuki, avec moins d'éléments chorégraphiés et musicaux, et ils utilisent aussi les actrices. Parfois des onagata en même temps, mais un peu comme c'est un peu du shimpa aussi. Alors cette troupe a eu beaucoup de succès, et ils ont fait une tournée extraordinaire, ils ont fait une tournée de 15 mois. Qui a commencé aussi à San Francisco, traversé les États-Unis, et après ils ont tourné dans toute l'Europe, 15 mois, 2 fois à Paris. Et là, c'est beaucoup d'importance, et en particulier sur les metteurs en scène français, Copeau, Gémier, Dulin, tous ces gens-là se sont précipités voir ces spectacles, et ont laissé Brecht en Allemagne aussi, a été très marqué par cela. Et là, bon, on peut dire que c'est quand même, sans être du pur kabuki pour les puristes, c'est quand même assez proche, semble-t-il. On n'a pas de film. Qu'est-ce qui plaît le plus, effectivement? C'est cette extravagance-là, c'est le mélange, c'est les costumes, c'est ce jeu d'acteurs. C'est-à-dire, oui, dans les années 30, enfin disons,
dans la première moitié du XXe siècle en Europe, ce qui plaît aux gens de théâtre, c'est quand même ça leur apporte des arguments dans leur lutte pour leur propre recherche d'avant-garde. Ils sont en train de lutter contre le théâtre bourgeois du 19e, et le kabuki leur apporte des solutions différentes. Ils s'en fichent de savoir si c'est de la vraie tradition ou pas, mais c'est un autre jeu, les acteurs se comportent autrement, et essentiellement c'est le jeu des acteurs qui les passionne. Cet acteur complet qui joue avec tout son corps, etc., qui ne se contente pas d'être affalé dans un fauteuil, mais qui est vraiment qui est danseur. Et ça, ils sont tous fascinés par le travail et la maîtrise technique des acteurs. Ça, c'est un des points essentiels. Et le côté aussi art total, avec musique et tout, le rapport au décor, et aussi parce que, disons, ça s'inscrit dans toutes ces recherches, ce qu'on appelle le théâtre de présentation et pas de représentation. L'acteur se donne en spectacle, c'est la théâtralisation complète, c'est revendiquer le théâtre. Et c'est là, pour eux, donc, c'est très important que ça soit Brecht, que ça soit Dulin, que ce soit Piscator aussi, tout le monde est très fasciné à cause de cela. Et certains font même des expériences. Même au début du siècle, Reinhardt utilise un Hanamichi, la passerelle fleurie. Meyerhold utilise les coquettes, c'est-à-dire les machinistes masqués de noir qui aident les acteurs. On fait les utilise de façon un peu différente, enfin quand même, ils les utilisent. D'autres prennent la scène tournante. Enfin, bon, tous ces points-là, l'usage du chœur, par exemple, Brecht a réutilisé ça. Brecht a utilisé aussi le changement de costume à vue pour montrer dans Un homme est un homme, pour montrer l'évolution du personnage. Guéligé est un docker qui est employé de force dans l'armée, et pour montrer son passage de brave homme civil à soldat professionnel, il utilise justement des changements de costume à vue. Et ça, c'est un prix au kabuki. Donc c'est ça qui fascine les gens de théâtre de l'époque. Aujourd'hui, quelles sont les grandes stars du kabuki? Oui, alors la situation aujourd'hui, bon, les grandes stars, il y en a beaucoup, disons, c'est ce qui a sauvé, je dirais, le kabuki, c'est d'avoir retrouvé, non, le répertoire n'a pas tellement évolué, parce qu'essentiellement, ça reste construit sur les grands classiques, mais c'est d'avoir retrouvé des nouvelles stars, des jeunes gens. Il y a une première génération, c'est la génération née aux environs de 55-60, c'est celle de Tamasa-Bolo, bien sûr, le grand Nagata, la superstar de Nagata, et quelques autres acteurs comme Kankuro, etc., et Takao, qui sont de cette même génération, qui ont su à la fois conserver le public des habitués, mais aussi conquérir un nouveau public, un jeune public. Et puis après, il y a une nouvelle génération qui est exemplifiée par Ebiso, maintenant, enfin c'est Shinnosuke, c'est le fils de Danjuro, qui deviendra le prochain Danjuro normalement, et il y a le fils de l'héritier de Kikugoro, qui est l'autre superstar, qui lui aussi va reprendre bientôt, tôt ou tard. On retrouvera cette opposition d'An-Kiku, les deux stars, qui jouent opposés l'un à l'autre dans les grandes pièces. Et ça, ce sont des jeunes gens, ils ont un peu plus de 30 ans, pas beaucoup, plus, et là vraiment qui sont des grandes stars au Japon, aussi parce qu'ils se produisent beaucoup à la télévision, ils jouent dans les grands drames historiques de la chaîne publique, qui sont un must quand on regarde la télévision au Japon, et ils jouent aussi parfois dans des pièces occidentales. Tamasa-Bolo a joué la Dame aux Camélias, par exemple. Voilà. Donc là, ça a relancé et ça assure un public fidèle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que même aujourd'hui, au XXIe siècle, on est kabuki de père en fils, de cousin en cousin, de fils à beau-frère, enfin, ça continue. Un acteur qui a fait des études et qui veut venir être acteur de kabuki, c'est impossible. C'est effectivement extrêmement difficile, oui, parce que les grandes familles de kabuki, c'est vraiment des lignées familiales. Ces acteurs que je mentionne, ils ont commencé à jouer à l'âge de 4-5 ans. Enfin, ils sont nés sur les planches pratiquement. Hein, et ils font des petits rôles d'enfants très très vite. Donc effectivement, c'est très difficile d'entrer dans ce milieu-là. Il y a eu une école de formation internationale. Bon, j'ai vu de leur répétition, ils jouent très bien, mais ils ont beaucoup de mal à être recrutés parce que les grandes stars ne les veulent pas, hein, difficilement. Alors effectivement, c'est plutôt une tradition familiale qui est tempérée, comme toutes les traditions familiales au Japon, par l'adoption, parce qu'on n'a pas forcément un fils doué. D'abord, on n'a pas forcément un fils.
Et puis en plus, il faut quand même qu'ils soient pas trop mauvais. Donc souvent on s'adopte, mais souvent on s'adopte un peu dans le milieu. C'est difficile, quelqu'un dont les parents seraient totalement en dehors du kabuki, je sais pas, le fils d'un maraîcher d'Hokkaido, tout d'un coup qui dit je vais être acteur de kabuki, il aurait bien du mal. Donc les gens qui ont été adoptés, c'est souvent des gens qui sont quand même dans des professions qui ont lien, qui connaissent les acteurs, qui connaissent le monde du kabuki ou du bouillot, de la danse, etc. Donc c'est resté, c'est une caractéristique là du kabuki, effectivement. Et les costumes, vous disiez en début de conférence qu'ils appartenaient aux acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la même chose ou bien les choses ont évolué de ce point de vue-là? C'est une société qui gère le kabuki. Alors écoutez, là je suis vraiment, vous posez un peu une colle, je ne sais pas trop. Hein. Je pense que les grandes familles doivent avoir des pièces de musée qu'ils gardent précieusement, mais qu'ils n'utilisent probablement pas parce que c'est beaucoup trop fragile. Et autrement, quand même, le kabuki, depuis le début du XXe, c'est plus d'un siècle maintenant, est pratiquement entièrement en main d'une énorme, de la grande maison du show business qui est la Shochiku. Alors, tous ces grands costumes, les nouveaux costumes que vous avez ici, ce sont des costumes récents, hein, qui ont été refaits ou faits, ils appartiennent à la Shochiku, je crois. Hein. Alors les acteurs, certains gardent peut-être des choses, mais j'ai l'impression que les grands costumes maintenant qu'on nous montre appartiennent plutôt à la Shochiku, mais là je ne garantis pas absolument. Il faudrait demander aux acteurs. Ils doivent en avoir quelques-uns qu'ils gardent, je pense. Et donc en vous lisant, on a l'impression que le kabuki a toujours de beaux jours devant lui, que ce n'est pas aujourd'hui que les autorités japonaises vont de nouveau l'interdire, ou bien le modifier, ou supprimer les salles. Oui, non, là pour l'instant, si vous voulez, le dernier le grand danger, ça a été 1945, l'occupation américaine, qui ont décrété que les pièces de kabuki renforçaient l'esprit féodal. Donc là, il y a eu un très mauvais moment, ça a failli être interdit. Il y a eu des commissions de censure qui, au départ, faisaient des listes où les 2 tiers du répertoire étaient interdits. Mais enfin, ça n'a pas duré très longtemps, il faut être honnête. Et au bout de 2-3 ans, ça a commencé à s'assouplir. Et le grand triomphe, c'est au bout de 3-4 ans, Bowers, qui était le censeur, mais qui était arrivé en position de censeur, mais justement pour sauver le kabuki. C'est un ancien aficionado de kabuki qui a vécu au Japon dans les années 30 déjà, et il a réussi à triompher, à faire jouer la pièce des 47 Ronin, qui était justement considérée comme emblématique de la féodalité. Et à partir de là, les censeurs se sont préoccupés du danger rouge et des syndicats, et ils ont laissé le kabuki à peu près tranquille. Donc là, le seul danger après, ça a été de s'endormir et de devenir un art de musée. Et là, ce sont quand même ces jeunes stars qui ont gardé du dynamisme. Et maintenant, je crois que l'avenir du kabuki, il est un peu comme l'avenir de l'opéra italien ou allemand, c'est-à-dire un répertoire que tout le monde connaît par cœur, mais avec sans cesse des nouvelles stars, des nouveaux chanteurs, des nouvelles... Mise en scène. Oui, des nouvelles mises en scène, des nouvelles chanteuses, je voulais dire, mais il y a un pour les nouvelles divas, etc. Et où les gens vont revoir, parce qu'on va revoir, on va voir la Traviata ou le Ring, parce que c'est une nouvelle distribution, une nouvelle mise en scène. Donc maintenant, c'est un peu ça, on va revoir les grandes pièces du répertoire, parce qu'on veut voir on veut voir Ebisu dans le rôle dans lequel triomphait son père, qui avait lui-même légèrement modifié la façon dont l'arrière-grand-père triomphait. Et c'est ça qui garde, me semble-t-il, la vie du kabuki. Alors sur ces...